La caractéristique du vitrail médiéval, c'est en fait un assemblage de petits éléments. À la fabrication du verre, on arrive à faire des surfaces assez grandes, mais comme on coupe le verre au fer chaud, on arrive à suivre un dessin principal, mais il y a toutes les casses aléatoires. Donc après, il faut bien réunir ces morceaux. Ce vitrail là est très emblématique de cette période, c'est-à-dire que le plus grand des morceaux est un tout petit morceau, mais à cette époque-là, on ne sait pas faire un plomb. Finalement, les plombs font, si on fait 15 cm de long, donc il en faut beaucoup, donc ça tombe bien puisqu'on a des petits morceaux de verre. Donc finalement tout coïncide. D'ailleurs c'est drôle parce que si les verriers de l'époque avaient su faire des vitraux avec 3 morceaux dans une grande baie, ils l'auraient fait. Par contre on n'en aurait probablement plus. Parce que si là vous jetez un caillou dans un vitrail, vous allez casser un petit morceau, mais la totalité du vitrail va rester en place. Si un vitrail est fait de 2 morceaux, un vitrail, avant de le peindre, on le monte en plomb provisoire, on le dresse devant une baie et on voit bien s'il faut corriger une pièce, s'il y a un ton qui ne fonctionne pas. Si vous avez des plombs qui sont à 2 cm les uns des autres, il faut à ce moment-là, effectivement, savoir que c'est plutôt telle couleur qui permettra de passer outre le parasitage du morcellement. Mais en ayant des couleurs qui sont celles du vitrail du Moyen-Âge, ça marche quand même toujours à peu près. Il fallait que les vitraux soient très lisibles. Or, rendre les choses lisibles, c'est un art de l'illusion. En fait, le verrier de l'époque, pour raconter son histoire, il essaie de faire disparaître la technique. Donc, il crée une confusion. On voit bien que l'ensemble du visage est réalisé avec un trait qui est noir, mais quelquefois, il fait confondre les plombs avec le trait du drapé, par exemple. Et à distance, on ne peut pas savoir si c'est le plomb ou si... Donc, il passe son temps à rendre les choses lisibles parce que c'est l'histoire qu'il raconte qui est importante. La particularité du vitrail, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, c'est que c'est un art de lumière d'abord, de couleur ensuite, mais que le peintre verrier ne met jamais une couleur sur le verre. Il met que du noir ou du brun ou de toute façon des teintes qui sont celles de la grisaille. On sait que le jaune d'argent arrive à la fin du XIIIe et c'est une révolution puisqu'on peut mettre une couleur sur une couleur préexistante qui est celle du verre, puisque le verre est teinté dans la masse. Ce n'est pas une couleur qui est posée sur le verre. Donc quand le jaune d'argent arrive, si on met du jaune sur du bleu, ça fait du vert. Et ça, c'est une révolution. Cette histoire de reconstitution, elle vient du fait que j'emmenais mes étudiants ou mes stagiaires à l'unité archéologique de Saint-Denis et j'étais fasciné par les moules à plomb en pierre qui étaient dans les vitrines de l'unité. Et moi, je ne comprenais pas qu'on ne soit pas très ému par ces choses qui étaient les choses les plus anciennes. En plus de ça, les moules à plomb, c'est une histoire, la découverte de la fabrication du plomb pour le vitrail médiéval, c'est très récent. On ne savait pas comment on faisait avant. Et donc c'est ces pièces-là qui ont finalement créé un lien avec l'unité archéologique de Saint-Denis et qui ont permis finalement de mener à bien cette expérience. On n'a pas de pyromètre à l'époque. Et alors, Théophile, c'est quand même une encyclopédie. Pour moi, c'est peut-être celle du petit bricoleur, puisqu'il explique comment faire des bijoux, comment faire de la serrurerie, comment peindre sur verre. Enfin, il explique tout ça, Théophile. Bon. Et puis son four, le four qu'il décrit, il fait 50 cm de large, 70 cm de long et 60 cm de hauteur. Donc on imagine que pour faire 3000 m² de vitraux dans une cathédrale, c'est peut-être un peu juste. Donc cette idée que peut-être la cuisson, cette expérience nous apporterait une réponse à un vague pressentiment. Si vous êtes, je reprends l'exemple de la cathédrale de Chartres, quand vous regardez les vitraux des bas-côtés par exemple, vous ne voyez pas les maisons derrière. Or, la lumière passe au travers des vitraux. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était le temps qui avait altéré les surfaces, etc. Et on sait fabriquer du verre. On le fabrique de la même façon maintenant, c'est-à-dire c'est un verre qui est soufflé en manchon ou en cive, etc. Mais quand on le cuit, on sait exactement à quelle température cuire la grisaille, par exemple. Théophile, pour cuire, il dit qu'il y a un blanchiment fugace en surface qui est extrêmement fugitif donc, et qu'à ce moment-là, il faut retirer la braise et fermer le four. Or, c'est un four qui est construit avec de la terre, de la paille, du crottin de cheval.
L'atmosphère à l'intérieur du four, elle est peut-être un peu particulière. Mais ce blanchiment fugace, nous on a fait cette expérience et on l'a vu, il est au-delà, il n'est pas loin de 700 degrés. D'ailleurs, il y a une amorce de thermoformage sur les parties qui sont plus près de la braise. Et dans ce ramollissement, il y a une absorption des impuretés de l'atmosphère du four. Donc l'idéal, ce serait, lorsque l'on change un verre dans un vitrail du XIIe siècle, de le cuire au bois, mais sans pyromètre, parce que si vous arrêtez à 580 degrés, finalement, on aura la même chose qu'avec un four à gaz ou un four électrique.